Bonjour, non, c'est toi qui commence. C'est moi qui commence. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Donc, en direct de Bruxelles, je représente le monde HLM auprès de la Commission européenne et du Parlement européen depuis quelques dizaines d'années. C'est vraiment un job très passionnant puisque durant cette année, je parle sous le contrôle de la Task Force Logement de la Commission européenne, le dossier a profondément évolué. Quand on est arrivé à Bruxelles, c'était pour défendre une vision généraliste du logement social par rapport à la DG Concurrence qui voulait réduire ça aux plus défavorisés. Aujourd'hui, on a un commissaire en charge du logement qui est un Danois socialiste qui a été nommé par la présidente de la Commission européenne. C'est quand même impressionnant. Ça peut paraître tout à fait normal pour vous, mais le logement n'est pas un dossier de compétences communautaires. Dans le traité, il n'y a aucune disposition particulière sur le logement. Mais en fait, il y a une telle crise du logement qui a été intégrée par l'Union européenne, que dans le cadre des élections européennes, il y a eu une prise en compte de cette question-là, et que la Commission, le Parlement européen a réagi avec des propositions très concrètes. Et en fait, nous avions, dès les élections européennes l'année dernière, publié un manifeste de l'Union sociale pour l'habitat, un logement abordable et durable pour tous les citoyens européens. Et la plupart de nos propositions ont été reprises, là également, par la Commission européenne, par les députés européens, et ça s'est traduit aujourd'hui par tout le dispositif qui a été mis en place et qui est en cours. Il faut savoir que l'Union européenne, encore une fois, ça a été dit tout à l'heure, n'a pas de compétences en matière de logement, mais elle a des compétences en matière de rénovation thermique du parc de logement par rapport au Green Deal et à toute une série de dispositifs législatifs. Mais également, nous avons pu monter dans une période de relance post-Covid une alliance européenne pour un logement social durable et inclusif avec la Caisse des dépôts et consignations, la Banque européenne d'investissement et la Banque de développement du Conseil de l'Europe. On a réussi, mais c'était un exploit à l'époque, de mettre autour de la table ces trois institutions pour offrir une offre de logement adaptée au logement social en France à travers des prêts intermédiaires de la Caisse des dépôts. En fait, la Caisse des dépôts négocie des prêts globaux avec la BEI, la CEB, les transforme en prêts intermédiaires accessibles aux organismes HLM à travers la Banque de territoire. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que nous travaillons dans ce dispositif complémentaire. On en est à 2,4 milliards d'euros, je dis bien 2,4 milliards d'euros de prêts intermédiaires obtenus par les organismes HLM pour rénover thermiquement leur logement et distribués par la Banque des territoires. C'est tout à fait intéressant puisque ça a permis effectivement à la Commission de montrer que bien qu'il n'y ait pas de compétences européennes, il y a une capacité d'agir à travers ces instruments que sont le FEDER. On est en pleine révision à mi-parcours du FEDER, mais également des dispositifs. Et l'élément le plus intéressant qui nous a apparu, c'est que notre proposition de plan européen d'investissement en matière de logement a été complètement intégrée dans les propositions de la Commission européenne. Et là, on a été très surpris de voir que von der Leyen, quand elle s'est présentée devant le Parlement pour renouveler son mandat de 5 ans, a mis effectivement comme priorité de sa feuille de route un plan européen pour le logement abordable, avec toute une série de dispositifs, des révisions de régime d'aide d'État, une révision effectivement des règlements FEDER, en doublant la capacité des États membres à mettre du FEDER dans le logement, puisqu'il y avait des plafonds fixés jusqu'à présent, mais également à mettre en place, par exemple, une plateforme européenne d'investissement en logement abordable à travers la BEI. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on change complètement de braquet par rapport à notre action à Bruxelles. On est vraiment sur l'opérationnel, on est vraiment sur le travail concret. Il y a une très très bonne collaboration de tous les acteurs du logement à Bruxelles avec la fameuse Task Force de l'Union européenne, qui est représentée ici par notre ami et qui prendra la parole tout à l'heure, mais également avec le Parlement européen, et je salue la présence de la députée qui va intervenir tout à l'heure, qui est effectivement, le Parlement a créé une commission spéciale du logement en la matière, avec 30 députés
qui se sont mobilisés et qui organisent une série de hearings avec toute une série d'acteurs. Donc on a à la fois la commission qui se bouge par rapport aux différentes DG, mais également le Parlement qui fait un travail exceptionnel en la matière. C'est la première fois que nous avons une commission spéciale sur la crise du logement dans l'Union européenne. Donc il faut bien voir que ça peut paraître tout à fait naturel pour vous au niveau national, régional ou local, mais au niveau européen, c'est une vraie révolution. Et même l'idée d'avoir un commissaire logement, bien qu'il n'y ait pas de compétence logement, encore une fois, c'est une responsabilité d'animation de tout le dispositif qui est mis en place. Mais ce n'est pas une compétence nouvelle. On ne va pas avoir une politique commune du logement qui va s'imposer à tous les États membres. Ça n'a rien à voir. On va avoir des aides, une politique de l'Union européenne qui va aider les États membres à mettre en place des politiques adaptées, mais pas à s'y substituer. Et un premier exemple qui montre un peu le caractère sensible de la question, c'est que j'ai retrouvé une circulaire de notre Premier ministre qui date d'avril et qui demande en gros à tous les ministères de faire le plein des aides européennes pour limiter les aides de l'État français. Alors, si la politique du logement de l'Union européenne, qui vise effectivement à accorder des aides, à aider les États membres à avoir des politiques du logement, se traduit par une baisse des aides en France, bah, autant rien faire. C'est clair que donc il y a l'effet de substitution est vraiment l'élément clé sur lequel il faut combattre. Parce qu'on voit très bien que tout de suite, vous allez avoir du fric de Bruxelles, vous allez avoir du FEDER, de la BEI, donc le livret A, on va le faire, mais on va le mettre à la défense, on a besoin de le mettre au logement, il y a d'autres priorités, vous avez du FEDER, donc on va supprimer les aides de l'État. Donc la difficulté, c'est comment on va mieux travailler entre l'Union européenne et les États membres sur la question. Donc on attend un sommet européen avec tous les ministres du logement. Il y avait lieu à Liège il y a quelque temps. Et on est complètement impliqué avec le gouvernement, bien entendu, mais également l'administration et le Parlement pour alimenter ce travail. Et là, franchement, ça fait un bout de temps qu'on travaille sur Bruxelles. On a créé une fédération européenne, Housing Europe, un observatoire européen du logement. C'est la première fois qu'on a une telle intensité d'échanges, de bonnes pratiques, de diagnostics, avec des disparités très fortes. On l'a vu tout à l'heure, tu vas le préciser. Mais c'est un élément nouveau. Et je crois que là, on est au tout début de ce processus. Et je vous invite effectivement à regarder sur Internet. Vous aurez un grand nombre de consultations publiques qu'a fait la Commission européenne sur ce que vous attendez de vous. Donc, allez-y. C'est ouvert à tout le monde et vous pouvez contribuer sur ce que vous attendez de l'Union européenne pour mettre en place des politiques ou les comparer. J'aimerais citer également le soutien très important des maires des grandes capitales européennes, des grandes métropoles européennes, et la présence du représentant de Lyon est tout à fait importante, qui ont rencontré le commissaire Jorgensen, effectivement, dès la mise en place du dispositif, et qui est vraiment très important également de voir qu'il y a un portage politique au niveau des grandes métropoles européennes sur la question du logement. Et simplement pour boucler, on évoquait l'Irlande, on évoquait Dublin, on a eu notre festival international du logement social à Dublin il y a quelques jours, enfin quelques semaines, et franchement de savoir que dans un pays de l'Union européenne, les jeunes doivent aller se former aux États-Unis parce que c'est trop cher de se loger à Dublin. On en est là, donc là, effectivement, on a besoin d'avoir une action très très forte en la matière. Donc voilà en gros, résumé en quelques mots, même si j'étais très long comme d'habitude, mais c'est passionnant et on a besoin effectivement de votre input, de vos propositions et n'hésitez pas surtout à consulter les sites internet de la Commission européenne, ils sont très bien faits, très ouverts et à faire porter vos façons de voir les choses et vos propositions très concrètes. Bon. Ouais. Merci Laurent. Voilà. Comme ça. Voilà. Plus près. C'est possible. Ok. Merci. Donc comme vient de le dire Laurent, on est vraiment dans un moment d'intense consultation où y compris au sein de la Commission, des institutions européennes, tu as cité le Parlement, mais le Comité des régions aussi, je crois, qui est représenté aujourd'hui extrêmement actif sur ces questions-là, le Comité économique et social européen également. Tout le monde cherche à essayer de se mettre à niveau pour comprendre ce qui a été expliqué un peu par la ministre tout à l'heure, détaillé aussi par Marie et Jean-Claude. Qu'est-ce que c'est que
que cette urgence européenne du logement. Alors, peut-être quelques mots sur, tu parlais de l'USH, moi je travaille pour un programme européen qui est financé par les États membres et par la Commission, et qui accumule des connaissances, qui fait de l'observation, des grandes études comparatives pan-européennes, et qui récemment a travaillé, y compris pour le compte de la task force du Parlement, du Conseil économique et social, comité des régions, pour essayer de faire deux choses. On nous a demandé d'établir quelque chose qui peut-être peut paraître trivial quand on travaille dans un pays ou dans une région, parce qu'on a ces indicateurs-là, mais qui n'existaient pas encore à l'échelle européenne, c'est de faire une cartographie un peu unique de l'état des marchés du logement en Europe. Donc elle est unique parce qu'elle est à l'échelle locale pour tout le continent, et elle concerne les biens non seulement à la vente, mais aussi à la location. Et elle est vraiment actuelle puisque en fait elle porte sur l'année 2024-2025. Donc on a des données extrêmement précises et à jour sur les marchés tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc c'est une photographie de la situation cette année, et on s'est engagé, et on travaille avec la Task Force et la Commission, de reproduire cette photographie tous les ans, au moins pour les 4 prochaines années, pour pouvoir nourrir toute la réflexion de la Commission, de la BEI et des différentes institutions qui sont en train de préparer leur plan sur le logement abordable, dont on discutera, dont tu nous reparleras peut-être un petit peu tout à l'heure sous l'angle logement social, pour savoir comment flécher demain les futurs investissements de l'Europe. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite. Alors, on est dans c'est pas un format où on peut vraiment vous présenter ça facilement, mais à la suite du colloque, vous aurez dans les actes accès à l'ensemble de ces cartographies, de ces données. Il y aura des données sur ces indicateurs-là, et ce n'est pas seulement des indicateurs sur les prix de vente, sur les prix du logement en Europe, mais c'est aussi sur, je ne sais pas comment on dit en français, l'abordabilité du logement. L'abordabilité du logement, comme ça a été expliqué tout à l'heure, c'est le rapport entre le revenu des gens, leur capacité financière, et puis et les prix. Et donc tout ça, c'est aussi cartographié à l'échelle locale pour toute l'Europe, ce qui donne enfin maintenant aux institutions des outils de comparaison qui jusqu'alors n'existaient pas, ou de manière très, très parcellaire à travers Eurostat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, avec Housing Europe, qui est la fédération pour laquelle l'USH participe, Laurent en particulier, on a établi ce qui a été aussi mentionné tout à l'heure, un panorama complet, pas pour 27 pays, mais pour 36 pays européens, y compris les futurs pays qui pourraient demain rejoindre l'Europe, de l'ensemble des cadres institutionnels et des politiques publiques du logement qui sont à l'œuvre. Donc il y a plein de choses qui sont peut-être un petit peu trivial du point de vue français, mais c'est important pour l'Europe d'être capable de comprendre ce qui se passe et de comprendre la diversité des schémas qui existent dans les différents pays européens. Et on a fait ça pour 3 raisons. Pour essayer d'avoir une photographie de la géographie de l'urgence et de la crise qui soit la plus à jour possible, d'essayer de comprendre s'il y avait des schémas territoriaux. On est dans le domaine de la cohésion sociale et territoriale. La Commission, on va certainement en reparler, propose une nouvelle feuille de route, une nouvelle architecture aussi budgétaire et financière qui va avoir des impacts sur le financement de la cohésion sociale et territoriale. Comment est-ce que le logement s'inscrit là-dedans et quelles pourraient être les conséquences de ce nouveau cadre financier pluriannuel dans le financement du logement et de la cohésion au sein de l'Europe. Et puis on a essayé de comprendre et de donner les outils pour les institutions européennes pour qu'elles comprennent mieux les moteurs de la hausse des prix de l'immobilier, et puis essayer, alors c'est peut-être la partie la plus ambitieuse, la plus comparative, mais de se dire finalement, la situation elle est grave partout, mais est-ce qu'il y a des modèles, on sait qu'il n'y a pas de solution unique, miracle, magique, mais des pays qui réussissent à avoir des équilibres dans les outils politiques qu'ils mettent en œuvre, qui sont un peu plus performants dans la manière d'atténuer les effets de la crise. On a essayé de regarder ça. Donc, comme je vous ai dit, on ne peut pas présenter des cartes ou tout détailler aujourd'hui. Je vais juste donner une photographie avec quelques constats un petit peu généraux
constats généraux qui montrent qu'on est quand même sur une Europe qui est assez fragmentée. Et bon, il y a quelques chiffres donnés tout à l'heure. Hein, les prix explosent partout. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même une offre de logement, c'est quand même ça l'idée, qui est plus en mesure, dans la plupart des pays, de répondre à la demande. Ça, c'est un constat un peu général. Mais alors attention, je vais essayer de pointer des choses qui sont peut-être un petit peu différentes de ce que des fois on a l'habitude d'entendre. C'est pas forcément une question de volume. C'est pas une question de volume dans tous les pays. Alors il y a quelques cas, hein, l'Allemagne, il y a eu un effondrement de la production. Là, on a vraiment un souci de volume, mais c'est plutôt ce qu'on constate, un problème d'adéquation entre l'offre et la demande. Et vraiment une d'adéquation locale. Et si je le dis, c'est parce qu'en fait, c'est important dans le sens où les institutions cherchent à créer aussi des catégories. Quand on fait un plan sur le logement, on va chercher à créer des catégories, des typologies, etc. Et au niveau européen, on est assez tenté facilement d'avoir des approches un petit peu, des fois un petit peu simplistes sur des catégories territoriales, l'urbain contre le rural, etc. Tout nous montre que c'est pas ça, hein, que cette lecture urbain-rural, par exemple, ne peut pas nous permettre de bien comprendre ce qui est en train de se passer. Côté accession à la propriété, il y a des obstacles qui sont très importants. Il y a eu des exemples qui ont été montés, qui ont été indiqués. Juste pour vous dire qu'il y a des pays en Europe de l'Est où on peut, même pour un petit logement, il faut plus de 30 ans. Hein, de durée d'emprunt pour pouvoir s'en porter acquéreur. On est dans ces situations-là, sans parler des questions d'apport initial dans les grandes métropoles qui deviennent des fois des seuils complètement infranchissables pour les primo-accédants. Sur le locatif, Marie l'a dit, on a aussi des tensions qui sont extrêmement fortes. On a parfois dans certaines capitales, on est au-delà des 60-70% du revenu qu'il faut mobiliser pour pouvoir se porter locataire d'un logement. Et même si les petites surfaces, et ça c'est ce qu'on retrouve vraiment partout en Europe, restent plutôt plus abordables, elles sont aussi celles qui sont proportionnellement toujours les plus chères au mètre carré et qui posent en réalité le plus de problèmes. Peut-être que tu reviendras sur les publics particuliers qui sont les plus frappés. La ministre en a parlé aussi. À l'échelle européenne, la question des primo-accédants venant de l'extérieur, des migrants, c'est aussi une question très sensible sur laquelle la commission travaille. Quand Jean-Claude dit que c'est plus qu'une crise, c'est parce qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ou les constats qu'on fait, en fait, ils portent sur les acquisitions nouvelles. Et c'est vrai qu'on a toute une partie des ménages qui sont encore protégés parce qu'ils sont propriétaires ou qui sont locataires stables, etc. Mais si on ne renouvelle pas le stock de logements abordables, en fait, là, on n'est pas du tout au pic de la crise. Ça, c'est toutes les études nous montrent qu'on est encore que ça risque de s'aggraver dans les années qui viennent. Les moteurs maintenant de cette crise du logement côté demande, parce que toutes les études qu'on a faites sur l'Europe entière montrent qu'en réalité, au fond, c'est vraiment côté demande qu'on a le cœur du problème, même si c'est vrai que côté offre et les politiques publiques, il y a aussi des choses à dire. On a une pression de fond démographique qui est réelle. Alors l'Europe, elle perd de la population. On va se dire ça relâche, mais non, vous le savez, des cohabitations, vieillissement, etc. Donc on a une demande qui est structurellement supérieure à l'offre, et principalement dans les zones urbaines, dans les zones tendues. Il y a l'arbitrage, bien sûr, achat-location et la capacité d'absorption des loyers. Ça a été dit, on a des revenus qui ne suivent pas. Des salaires médians qui stagnent, et puis des inégalités de revenus qui augmentent, et donc du coup un écart entre les deux qui se creuse, ce qui fait que quand vous regarderez les cartes, vous verrez, d'ailleurs c'est pas forcément dans les pays où l'immobilier est le plus cher qu'on a les plus gros problèmes d'abordabilité. Hein. On a sur nos cartes un pays qui n'a pas encore été listé ici, mais la Pologne, qui ressort de partout. Le Portugal aussi. Et donc, l'Europe de l'Est, il ne faut pas s'y tromper, est frappée très très fortement par ces problèmes d'inabordabilité. Alors, je ne sais pas comment on dit en français. Voilà,
ce truc-là. Et puis, un autre élément de constat sur les moteurs de la crise, c'est l'accès au crédit. Là, on est vraiment sur un multiplicateur de crise qui est très très fort. On a eu une politique monétaire expansionniste quand même et un soutien continu à l'accession, et ça a certainement aggravé la crise. On a eu des périodes de taux bas à la fin des années de 2010, surtout, qui ont, alors élargi la base des accédants, alimenté la demande, donc ça c'est très bien, mais en fait ça a tiré quand même les prix à la hausse, et puis comme on a eu brutalement derrière du resserrement monétaire, pouf, ça a refroidi tout le système, et ça a déplacé toute la pression sur la location dans beaucoup de pays, et ça c'est un des moteurs qu'on retrouve, que vous connaissez en France, mais qu'on retrouve aussi partout ailleurs. On a dans des pays, je crois que c'est Jean-Claude qui disait, des fois on est à plus de 90% de propriétaires, on a des endroits où on a des règles macro-prudentielles. C'est-à-dire qu'en fait, on demande aux gens des apports particuliers, un maximum d'endettement. Alors ça sécurise les systèmes financiers qui parfois sont un peu fragilisés dans certains pays. C'est pas le cas en France, mais par contre ça reporte la difficulté sur les ménages, et ça se voit partout. Et puis on a les préférences aussi, le logement comme valeur refuge, donc toute la partie plutôt investissement. On va parler résidence secondaire, le résidentiel, etc. Je vais pas développer là-dessus. Ça c'est la demande, et c'est vraiment le cœur du moteur de la crise aujourd'hui sur les prix. Sur le côté offre, je développe pas, mais bon, ça a été mentionné aussi, la hausse des prix du foncier, des matières premières. On a un secteur sur lequel et de l'énergie, bien sûr. On a un secteur pour lequel la productivité pourrait être plus fort, le secteur de la construction. On a une rareté qui est apparente, on sait qu'elle est que apparente du foncier urbain, mais au moins celui qui est facilement mobilisable et puis qui va contribuer à ça. Et puis ce que dit aussi la Commission, c'est que les procédures pour pouvoir passer de la planification à la réalisation qui quand même contribue à avoir un ajustement qui est assez lent entre l'offre et la demande, et qui pose problème. Voilà. Sur les politiques publiques, peut-être pour finir sur la photographie du constat, on agit sur 3 leviers en Europe, sur les prix, à travers le contrôle, l'encadrement des prix, la fiscalité, sur les quantités aussi, ça on le fait aussi en France, la subvention à la pierre, comment on mobilise le foncier, on peut mettre des obligations aussi de mixité. Et puis il y a aussi toute la partie sécurisation de l'occupation pour permettre aux gens de se maintenir dans les lieux, le régime des baux, etc. etc. Mais il n'y a pas de... quand on fait un peu la photographie générale, il n'y a pas de solution magique. On est toujours sur des mix d'un pays à l'autre qui vont varier, mais il y a quelques enseignements qui sont peut-être pas complètement inintéressants. Le contrôle des loyers, ça fonctionne. Ça protège efficacement les ménages en place, en tout cas dans les zones très tendues. Il faut qu'il soit bien calibré, évidemment, mais s'il l'est, ça donne en fait la possibilité de lisser les hausses, et ça on le voit vraiment sur le temps long, et ça donne du temps pour pouvoir produire et sortir du logement abordable. Les aides à la personne, elles marchent, c'est efficace pour réduire les disparités entre les territoires et comme outil de lutte contre la pauvreté. Ça, c'est pas uniquement un constat français, mais ça marche, on le voit aussi ailleurs en Europe, et c'est quand elles sont bien combinées avec le soutien à la production, en particulier dans les zones tendues, que ça fonctionne le mieux. Mais il n'y a pas de preuve dans toutes les études qu'on a faites ou d'évidence tangible que les aides au logement vont être la cause principale des augmentations de loyer. On a des facteurs structurels qui jouent des rôles beaucoup plus importants dans l'augmentation de loyer que les seules aides au logement. Et puis, peut-être que je termine là-dessus, puis je te repasse la main sur ce plan-là, la question de l'offre de logement social. Logement social, on parle logement social au sens français, ça reste, quand on regarde tous les pays qui ont une tradition de logement social, un moyen qui est très fiable pour fournir du logement abordable. C'est encore un effet qui est encore plus important quand on a un éventail plus large de revenus qui est couvert.
Et finalement, le développement d'un parc de logements non lucratifs, ou social, comme on dit en France, important. Je dis non lucratif parce qu'en fait, dans certains pays, c'est pas social, c'est coopératif, il y a plein de modèles différents. Mais c'est le seul pour lequel on arrive à démontrer qu'il y a des effets qui se propagent au-delà de ses propres clients, enfin le locataire, parce qu'en fait, il exerce une pression concurrentielle sur le privé, sur les prix du privé aussi, et ça, c'est démontré par toutes les comparaisons internationales, donc ça fonctionne. Donc, ce que ça montre, cette photographie, ce constat et cette analyse sur les moteurs, c'est ce que disait Jean-Claude, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose, une crise qui est systémique et structurelle, et c'est à ça que l'Europe cherche à apporter des réponses à travers son plan pour le logement abordable, qui est en genèse. Parce que pour l'instant, tu as mentionné ce qui existait et la manière dont, y compris les élus français, les collectivités locales pouvaient mobiliser les ressources européennes, mais on a demain des nouvelles modalités et un plan qui va essayer d'aller plus loin. Oui, donc effectivement, on en est à une phase de consultation qui va se terminer le 17 octobre de mémoire. Donc n'hésitez pas à faire une contribution. Tu évoquais la question du logement social. Un des points importants de la feuille de route logement abordable de von der Leyen, qui a été donc présentée devant la plénière du Parlement, c'était également, je dirais, d'analyser, de simplifier les régimes d'aide d'État applicables aux aides au logement social et au logement dit abordable. Alors, on a bien vu tout à l'heure la difficulté de définir ce qu'est un logement abordable, a fortiori au niveau juridique, dans une logique de contrôle d'aide d'État, on en est très très loin. Et la notion même de logement social est très différente d'un État à l'autre. On est sur du résiduel dans certains pays où c'est vraiment pour les plus défavorisés. Dans d'autres pays, on est en universel, c'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde, notamment les pays d'Europe du Nord, où effectivement avec des plafonds de revenus à la française. Mais là, je dirais qu'aujourd'hui, la question qui est posée à travers les réflexions sur la simplification des aides d'État, on a travaillé il y a quelque temps avec la République tchèque pour se mettre en conformité avec les aides d'État. Parce qu'ils voulaient relancer une offre de logement abordable dans le cadre de la privatisation du parc public. Et on a travaillé avec eux, on a fait un constat de service d'intérêt général, on a proposé aux villes tchèques de l'appliquer, mais les villes ont trouvé ça trop compliqué. Faut un acte officiel de mandatement, faut des obligations de service public, faut des contrôles d'absence de surcompensation. On connaît ça, nous, en France. C'est le quotidien avec les agences de contrôle. Mais dans d'autres pays, ils n'ont pas du tout l'habitude. Et donc, en la matière, la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment on va régler ces problèmes de simplification d'aide d'État si les États membres ne veulent pas appliquer le régime SIEC, car il est trop compliqué. Donc la DG Concurrence, on travaille avec elle actuellement pour simplifier le régime d'aide d'État, tant au niveau du logement social classique que d'un futur logement abordable qui aujourd'hui n'est pas du tout défini légalement. On n'a aucune définition légale opposable de la notion de logement abordable. Chaque État membre a sa propre vision, sa propre mise en œuvre, mais au niveau européen, ça n'existe pas. Mais alors, est-ce qu'on en a besoin ? Justement, oui. Si on veut sécuriser un mécanisme qui a besoin d'aide, on ne fait pas du logement abordable, on ne fait pas du logement social sans une aide qui va effectivement réduire les coûts, avoir des taux d'effort pour les locataires plus faibles, etc. Sans aide, ça n'existe pas. Donc, il faut un régime d'aide d'État qui soit adapté à la diversité existante. Donc, toujours un régime d'aide d'État, logement social, qui, nous, on considère qu'il est très bien et qu'on n'a pas besoin de le faire évoluer, mais de voir effectivement comment on peut définir ou sécuriser un régime d'aide d'État. En tout cas, la DG Concurrence est claire, elle ne veut pas répondre aux notifications des États membres sur la question. C'est parce que déjà, pour la République tchèque, il a fallu 1 an pour dire que l'aide d'État de la République tchèque était conforme au traité. 1 an de contrôle, de vérification des dispositifs. Donc on ne peut pas gérer ce type de délai. Donc il faudra trouver un régime d'aide d'État qui puisse être compatible avec cette diversité. Et là, effectivement, ça pose la question, mais quelle est la définition ? Qu'est-ce qu'un logement abordable aujourd'hui dans l'Union européenne, compte tenu de la diversité des situations et des régimes juridiques? Dans la plupart des grands pays européens, ce sont les régions qui sont compétentes sur le logement. Ce n'est pas l'État.
en Allemagne, en Autriche, etc., en Espagne, en Italie. C'est au niveau régional. Donc on peut avoir des définitions différentes d'une région à l'autre dans certains États membres, ce qui n'est pas le cas en France, mais c'est l'exemple. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire avec la Commission européenne. Effectivement, l'organisation de task force avec l'appui du Parlement européen est vraiment un élément nouveau. Et on a vraiment des échanges tout à fait intéressants et fructueux avec la Commission pour essayer de bâtir quelque chose de positif avec, comme tu l'as dit, hein, le risque principal, c'est l'effet de substitution. Avec le semestre européen, si on donne plus d'argent aux États membres pour faire du logement abordable, ben, ils vont le retirer de leur budget en disant ben voilà, c'est l'Europe qui finance, moi je mets le fric ailleurs, et du coup je vais être tranquille avec le semestre européen, etc. Et là, il faut vraiment que le plan européen de von der Leyen impose une clause de non-substitution et effectivement d'additionnalité qui est propre à tous les fonds européens en général, mais là qui sera particulièrement important et difficile à négocier. On peut peut-être conclure sur ça. Il y a des questions peut-être? Oui, il y a peut-être aussi des questions. Non, c'est simple. Ah, là-bas, oui. Je ne sais pas s'il y a un micro, par contre. Il arrive, le micro. Là-bas. Monsieur là. Là-bas. Bien, bonjour à tous, merci. Alain Régnier, président de la Fédération Solia. Moi, je voudrais remettre de l'humain dans le tableau que vous avez présenté, c'est-à-dire la cartographie, elle est essentiellement physique, mais on est face à, c'est un enjeu de vie, de génération. Les gens vieillissent, des enfants naissent, et les besoins de logement doivent être aussi mieux identifiés en termes de typologie des logements, qui n'est pas la même en grande ville qu'en territoires ruraux. Donc pour permettre une politique publique intelligente, il me paraîtrait nécessaire d'avoir cette vision de la demande et de la structure de cette demande, non pas en organisant une photo, certes, mais un film plutôt, c'est-à-dire d'être en capacité de dire en 2040, en 2050, la projection de population nous amènera, on ne va pas faire 1 million en France de places d'EHPAD. Donc comment on se projette aussi avec cette dimension de l'humain, de la vie des personnes et de leur trajectoire de vie, et d'essayer de leur offrir une trajectoire de vie correspondant à leurs envies. Parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans l'assignation à un compartiment logement qu'on n'a pas vraiment choisi, mais qu'on prend parce qu'il n'y en a pas d'autres. Voilà, donc c'est comment au niveau de la recherche, au niveau des politiques publiques, on peut intégrer cette double entrée économique, physique, et en même temps, cette dimension sociale de la demande de logement. Voilà. Peut-être que tu veux répondre à un élément. On est là dans une réflexion qui se fait au niveau des États membres, au niveau des régions, au niveau des agglomérations. Je dirais que, encore une fois, ce n'est pas transférer une compétence nouvelle à la Commission européenne, au Parlement, qui va s'imposer aux États membres, c'est les aider à mettre en œuvre des politiques qui peuvent conduire, compte tenu de la situation locale, à résoudre le problème de crise du logement en prenant en compte tout ce que vous avez dit. Donc là, c'est plutôt, on renvoie ça aux États membres. Et les États membres sont très demandeurs également que l'Europe finance les études, etc. Mais les choix sont faits au niveau national et sur les problèmes du logement, de plus en plus au niveau local, au niveau régional. Et c'est là que ce type d'action ou d'études ou d'analyses doivent être faites. Enfin, je ne sais pas si tu veux compléter par rapport à ce que tu as fait. Ouais, non, vous avez parfaitement raison. La photographie a vraiment très, très grosse maille, n'abordait pas ces sujets-là, mais quand j'ai parlé très rapidement de l'adéquation entre la demande et l'offre comme principale source de problème, plutôt qu'une question de volume, derrière, ça recouvre tout ça. Donc on a derrière tous les travaux de recherche qui ont été faits, des choses beaucoup plus qualitatives ou portant sur la caractérisation de la demande, y compris avec certaines approches publiques. Tout à l'heure, quelqu'un mentionnait le logement d'abord, Housing First, comme on dit en Europe, qui sont des choses, des programmes sur lesquels on a beaucoup avancé. Mais là où je rejoins Laurent, c'est que dans les problématiques de la manière dont elles sont posées par la Commission, cette qualification, enfin nous, ce qui nous importe, c'est de bien
portée auprès des institutions européennes, que cette qualification relève de la responsabilité des acteurs locaux, qu'on est sur des marchés locaux. Les marchés immobiliers sont des marchés locaux qui doivent être compris dans leur dynamique propre, et que donc ça va questionner très très fortement la manière dont la Commission, l'Union et le Parlement, la Commission et le Conseil vont se mettre d'accord sur la nouvelle architecture aussi des aides et des financements européens après 2028, et quelle va être, dans ce nouveau schéma, la place qui va être conservée pour les acteurs locaux pour pouvoir faire valoir ces problématiques-là et les reboucler avec les aides, les financements, les investissements qui seront fournis par l'Europe. Et aujourd'hui, mais peut-être que les parlementaires cet après-midi, dans leur dialogue avec la Commission, l'évoqueront, il y a des sujets qui nous semblent, nous, des sujets de risque assez importants. On laisse ça ouvert à la discussion cet après-midi. Non, c'est tout. Bonjour, Sarah Couchou de la Fondation pour le logement. Je voulais signaler peut-être pour la Fondation un risque supplémentaire que celui évoqué par Laurence sur la substitution des financements publics d'État par les financements européens. Et notre inquiétude à nous, elle se situe sur un glissement du financement public vers du logement plutôt intermédiaire, et donc il s'adresse à certaines franges de la population avec certains niveaux de ressources. Ça rejoint un petit peu les échanges qu'on a sur la question de l'offre et la demande, et finalement un délaissement de produits qui s'adressent à des ménages pauvres avec des niveaux de loyer très bas et qui manquent de rentabilité pour notamment des investisseurs privés qui seraient intéressés pour se lancer dans la production de logements dits abordables. Voilà, nous on y voit, en tout cas avec la réouverture de cette définition des SIEG au niveau européen, mais aussi la recherche de nouveaux investisseurs, enfin de sources de financement, un risque de délaissement et de baisse de la production de logements très très abordables dont pourtant on a besoin. Alors effectivement, là, on a un sujet tout à fait important. Quel va être le champ d'application de cette... Ça sera la dernière question. Hein. Oui, chef. Désolé, mais bon, c'est un sacré sujet quand même. Elle est pertinente. Ok. Non, mais effectivement, on a un vrai problème d'application, du champ d'application de tout ça en France, bien entendu. Est-ce qu'on va l'appliquer au logement social, au logement intermédiaire, quel type de logement intermédiaire, etc. Le débat est ouvert. On travaille effectivement beaucoup avec la DG Concurrence là-dessus pour voir si effectivement un nouveau régime d'aide d'État propre au logement dit abordable qui ne viendrait pas perturber le SIEG du logement social, ou est-ce qu'on va réformer le SIEG logement social en y intégrant le logement abordable, donc le logement LLI. Bon, il y a des débats au sein de notre mouvement, il y a des risques effectivement que l'État se dit maintenant que je peux faire du SIEG en logement abordable, je vais mettre mon fric plutôt là parce que je fais plus de logements avec moins de fric, et du coup le logement social je laisse un peu tomber. Bon, là effectivement c'est le problème de ce type d'aide qui peuvent être très importantes mais qui risquent d'induire des perturbations du système, et donc il faut pouvoir dans notre manifeste par exemple on a dit qu'on souhaitait une stabilité du régime d'aide d'État au logement social. Parce qu'on a besoin de stabilité. On investit sur 40 ans, on ne peut pas changer les règles du jeu tous les 5 minutes. Mais en même temps, quid du logement abordable en France? Quid du logement intermédiaire? Est-ce que c'est vraiment ça le logement abordable défini par la Commission? Encore une fois, on n'a pas de définition opposable du logement abordable aux États membres. Pour l'instant, c'est un concept, je dirais, plutôt pour analyser une situation. On n'a aucun texte européen qui définisse le logement abordable et qu'il impose aux États membres. Donc pour l'instant, ça reste ouvert, et il faut que le débat soit lancé pour qu'effectivement on puisse apporter des solutions concrètes à la DG Concurrence. Je crois qu'il va nous... Voilà, terminé, chef. Merci.